Merci d'être présent. Bonjour à tous. Donc je vais commencer par me présenter. Merci d'être venu à cet atelier qui concerne de la propriété industrielle au licensing. Vous avez certainement vu de ces derniers temps dans la grande presse des affaires de rachat de brevets. Je les cite, je les ai sous le nez. Fin juin, Apple, rachète les brevets, le portefeuille brevet de Nortel, 6000 brevets pour 2,6 milliards d'euros. En août, 17 août, Google rachète les téléphones Motorola et surtout le portefeuille brevet de Motorola. 17 000 brevets, 7 500 demandes en cours pour 8,6 milliards d'euros. Vous avez aussi vu la création de France Brevet qui a pour tâche, dotée de 100 millions d'euros, qui a pour tâche de rassembler des grappes de brevets dans des domaines applicatifs et à proposer à des PME. Donc, on est passé du stade du dépôt, de l'étape fondamentale de dépôt de titres, etc., à comment utiliser ces titres en défense ou en licensing pour faire gagner de l'argent ou se réserver le marché libre. Donc pour débattre de cet atelier pour passer au licensing, nous avons réuni autour de la table, alors je ne me suis pas présenté, zut, je m'appelle Jean-Pierre Cardon, je suis responsable de l'action régionale de l'INPI en Île-de-France. À mes côtés, Laetitia Malraison, qui est juriste à la délégation Île-de-France et qui est responsable du départ du Val-de-Marne notamment. Autre intervenant, Serge Kinkinyeun, PDG de la société Eyebrain, brillante société qui a 4 ans d'existence, qui marche bien et qui a un produit de détection précoce des maladies neurovégétatives, qui a donc un portefeuille brevet et qui est basé à Ivry. Enfin, 2 amis conseils, Monsieur Christian Nguyen-Van, qui est CPI, qui est un mineur, et qui est PDG de Marx & Clerks, qui est un cabinet de propriété industrielle, et Madame Sophie Esselin, qui est directrice associée du cabinet de propriété intellectuelle. Donc voilà, nous allons donc débattre de l'importance du licensing en France, ou ailleurs du reste, c'est pas limité du tout à la France. Et pour commencer, je vais passer la parole donc à Laetitia Malraison, qui va nous parler de la base. Pour qu'il y ait licensing, en général, il faut qu'il y ait des titres de pays. Donc Laetitia va nous rappeler très brièvement les titres qui sont possibles, que vous puissiez vous approprier. Alors, pour faire bref, donc à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, vous pouvez venir déposer des demandes de titres. Donc, les titres qui sont délivrés par l'INPI sont les brevets pour tout ce qui est invention technique, les marques qui protègent les signes distinctifs, les dessins et modèles qui protègent l'apparence extérieure de vos produits. Voilà, donc ces titres sont délivrés à l'INPI, si vous en faites la demande évidemment. Alors, en gros, donc l'idée là pendant l'atelier, c'est pas de vous expliquer en détail ce qu'est un brevet, une marque ou un dessin et modèle. L'INPI a un stand pendant Mitinov, donc toute la journée nous sommes présents, vous pouvez nous trouver face à la scène. Et si vous avez si vous avez des questions bien précises, on sera ravis d'y répondre. En gros, mais vous le savez certainement, le brevet donc, protège une innovation technique, une solution technique nouvelle à un problème technique, donc, ce qui vous permet d'avoir un monopole sur cette invention jusqu'à 20 ans maximum. Évidemment, il y a des conditions d'attribution de ce monopole qui sont la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Alors on a mis ici quelques images qui vous seront certainement mieux expliquées par Monsieur Kinkinyeun, puisque ce sont des dessins qui figurent dans le dépôt de brevet, dans un des dépôts de brevet de la société Eyebrain. La marque donc protège un signe distinctif. Alors c'est tout ce qui est susceptible de représentation graphique. Ça peut être un nom, un chiffre, une combinaison de couleurs, une forme tridimensionnelle. Elle doit être distinctive, donc apte à distinguer vos produits, vos services de ceux des concurrents. Elle doit être licite et surtout disponible, donc vérifier
que vous n'allez pas enfreindre des droits antérieurs. La durée de vie d'une marque, c'est indéfini à partir du moment où vous la renouvelez tous les 10 ans. Un dessin et modèle donc, protège l'apparence extérieure d'un produit ou d'une partie de ce produit, avec des conditions évidemment, donc la nouveauté et le caractère propre. Et c'est valable jusqu'à 25 ans, donc c'est par période de 5 ans renouvelable. Voilà, en gros les titres délivrés par l'INPI, pour savoir un peu comment, dans quelle case ranger un nom, une idée ou autre, venez nous voir sur le stand. Ces titres qui sont délivrés par l'INPI en France, donc évidemment sont valables sur le territoire français, mais peuvent être étendus à l'étranger de différentes façons, donc toujours soit pays par la voie nationale, soit par la voie européenne, en vous adressant à l'Office européen des brevets pour les brevets, à l'OHMI, l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur pour les marques et les dessins et modèles. Et puis vous avez également une voie d'extension à l'international, donc par l'OMPI, l'Office mondial de la propriété industrielle, qui gère à la fois les brevets, les marques et les dessins et modèles. Vous avez les liens Internet. Bon, voilà, en gros. Alors, on va passer maintenant la parole à Serge Kinkinyoin qui va nous présenter son entreprise et surtout sa politique de propriété industrielle, les dépôts de brevets, les titres que vous avez, dans quel pays vous les avez étendus, etc., pour illustrer très rapidement le propos de protection, d'une innovation, de rupture. Alors, il faut passer la vidéo maintenant. Ouais, bonjour à tous. Donc, comme je suis un peu fainéant, effectivement, j'ai amené une vidéo qui présente l'entreprise et que vous pouvez lancer maintenant. Donc, la société iBrain est une start-up qui a été créée en 2008. Nous sommes à la fois spécialisés en informatique et en analyse du comportement humain avec une forte appétence pour le monde médical, ce qui nous amène à développer des dispositifs médicaux pour aider au diagnostic des maladies neurologiques. iBrain a développé et commercialise le premier eye tracker médical dédié à la neurologie. En fait, il est connu depuis très longtemps qu'un certain nombre de pathologies produisent des anomalies dans les mouvements des yeux. Les neurologues, dans leur consultation, vont demander aux patients de suivre leurs doigts ou de regarder rapidement les doigts qui apparaissent. Donc, ce que nous proposons avec l'iBrain Tracker, c'est d'automatiser l'analyse que fait le praticien, ce qui permet de quantifier très finement et d'objectiver l'examen. On va pouvoir extraire le temps de réaction, à partir du moment où la cible apparaît, la vitesse de l'œil jusqu'à la cible et la précision de l'œil sur la cible. Tous ces paramètres sont pilotés par quelques régions du cerveau. Donc si on a une anomalie par exemple sur le temps de réaction, on sait que c'est telle région du cerveau qui ne fonctionne pas bien. Donc on va pouvoir comparer les scores obtenus par le patient par rapport à des normes et à partir de là, le neurologue voit apparaître des patterns d'anormalité qui correspondent à telle ou telle maladie, ce qui lui permet en fait de l'aider à poser un diagnostic. Donc l'iBrain Tracker est destiné aux neurologues, que ce soit dans les services de neurologie hospitaliers, dans les cliniques, mais aussi en médecine libérale. Et il est aussi utilisé par certains organismes comme les CRO ou les CIC pour faire des études cliniques sur des médicaments. Donc l'équipe d'iBrain a une grande force de recherche et développement, à la fois dédiée à la neuroscience et à l'informatique. D'ailleurs, un tiers de notre effectif est composé de docteurs en sciences. Alors nous bénéficions d'un certain nombre de partenariats avec des instituts académiques publics comme le CNRS, l'INSERM, les hôpitaux de Paris, certaines universités. Nous avons aussi la chance d'avoir un conseil scientifique international composé de médecins et de chercheurs spécialisés dans l'oculomotricité et pour les maladies neurologiques. Le but de nos recherches est de faire évoluer notre iBrain Tracker vers un outil qui adresse le plus de pathologies possibles et qui repousse les connaissances sur les maladies neurologiques.
Merci. Vous allez nous montrer maintenant quels sont les brevets qui protègent votre technologie majeure, quoi. Quelle est votre politique propriété industrielle, quoi. Donc, effectivement, on a une politique brevet qu'on va pouvoir montrer là sur la dernière slide. C'est la toute dernière. Hop, avant-dernière. Là. Voilà, donc on a plusieurs brevets qui ont été déposés pour protéger le dispositif d'oculomotricité. Donc a priori, là, les 3 premiers qui sont grisés sont vraiment importants pour ce dispositif. On les a déposés d'abord à l'INPI, mes voisins de droite donc. Ils ont maintenant, certains ont été déposés donc en France, d'autres ont été déposés au niveau international en PCT, et il y en a même un qui est passé qui a été déposé en Europe, aux États-Unis, dans un certain nombre de pays. Donc on a commencé par la France pour ces brevets-là, mais il est possible qu'on dépose un nouveau brevet bientôt, d'ici la fin de l'année, qu'on déposera d'abord aux États-Unis parce que le produit qui va protéger sera plus important pour la distribution aux États-Unis qu'en France. Donc là, c'est juste une stratégie qu'on adopte en fonction de l'endroit où on voudra protéger nos outils. Ce qu'on montre aussi ici sur cette slide, c'est que comme on disait tout à l'heure, on a déposé des marques, plusieurs noms de produits. On a déposé des dessins que le logo d'iBrain qui n'est pas montré ici. On a aussi déposé des programmes, ce qu'on fait régulièrement maintenant chez un huissier, c'est-à-dire qu'on a un serveur, on dépose tous nos programmes tous les 3 mois chez un huissier pour protéger l'ensemble de nos connaissances. On a aussi des cahiers de laboratoire qui sont déposés à la même occasion. Et puis on a un dessin et modèle, donc on fait un peu toute la palette finalement de protection possible. Bon, merci. Là, on a vu qu'effectivement, iBrain, qui est une société de 4 ans seulement, a une palette de protection tout à fait complète. Ça peut vous paraître peut-être un peu complexe, mais même pour toutes les petites sociétés comme ça, l'INPI cherche à aider les PME, les TPE qui innovent, et notamment on a un produit qui est le prédiagnostic propriété industrielle que va vous présenter Laetitia. Oui, alors le prédiagnostic propriété industrielle qui est réalisé par l'INPI, c'est pour vous une façon de découvrir les outils qui sont mis à votre disposition à l'INPI, donc les différents titres qu'on peut délivrer, comment obtenir ces titres, combien ça coûte en France, à l'étranger, voilà. Et l'idée c'est de vous expliquer que c'est beaucoup plus accessible que ce que vous ne pouvez penser, qu'il existe des aides puisqu'on fonctionne dans un réseau de partenaires avec Oseo, avec Scientipol Initiative, les chambres de commerce, l'agence de développement économique du Val-de-Marne, qui est vraiment un super relais en matière de propriété industrielle. Donc voilà, vous expliquez qu'on est nombreux pour vous aider, qu'il y a des aides et comment les obtenir. Donc le prédiagnostic, en gros, c'est un état des lieux de la propriété industrielle au sein de votre entreprise. On vous aide à qualifier un peu juridiquement ce qui la compose et voir un peu dans quel cas ça rentre, quelle démarche faire pour mieux vous protéger. Et puis vous expliquer les bons réflexes à avoir à l'avenir, qui peut pour certains être une évidence comme ne pas divulguer avant de déposer, mais pour d'autres ça ne l'est pas et parfois c'est trop tard. Voilà, donc c'est une prestation qui est gratuite et confidentielle. Que vous pouvez demander donc à l'INPI sur le site internet inpi.fr. Vous pouvez également envoyer une demande à ile-de-france@inpi.fr. Voilà, et on sera ravis de vous renseigner. Alors, ce qu'il faut continuer maintenant, c'est qu'effectivement, quand on a des brevets, etc., il faut veiller où en sont les concurrents. Il faut regarder les brevets des autres, etc. Et l'INPI, pour ça, a mis à votre disposition des bases de données. Et Laetitia va nous les présenter très rapidement. Oui, alors oui, effectivement, très rapidement. Donc sur le site inpi.fr, vous avez différentes bases de données qui sont accessibles gratuitement. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil du site et à droite, vous avez les différentes bases. Donc la base des brevets, vous pouvez faire des recherches en France et puis dans le monde. Alors évidemment, elle n'est pas... tout n'est pas accessible, mais vous avez quand même des millions de brevets accessibles, donc ça, c'est déjà un bon départ.
Vous avez également la base du statut des brevets qui vous permet de savoir si un brevet a été délivré, s'il est maintenu en vigueur, enfin voilà, est-ce qu'il représente véritablement un obstacle pour vous ou pas. Vous avez également la base des marques avec différents critères de recherche par nom, par déposant, par élément figuratif. Et puis la base de données des dessins et modèles. Voilà. Donc toutes ces bases sont en accès libre. Alors vous pouvez donc vous-même faire des pré-recherches. Évidemment, ça demande de pratiquer un petit peu et puis surtout de savoir ce que vous faites des résultats. Alors pour ça, les résultats, donc ça n'est pas dans les missions de l'INPI. Nous, on peut vous accompagner dans les recherches. On peut même les faire pour vous. Donc vous pouvez demander un devis à recherche@inpi.fr pour savoir si une marque est disponible, quelles sont les tendances, faire de la veille technologique, de la veille concurrentielle, retracer l'historique d'une marque ou savoir ce que dépose précisément une entreprise ou plusieurs entreprises. Après les résultats, on ne les interprétera pas, donc vous avez pour ça des conseils en propriété industrielle qui sont là avec leur expertise pour vous dire un peu, en gros, si c'est nouveau, si c'est disponible, voilà, quelles sont les antériorités qui pourraient vous être opposables. Merci Laetitia. Donc maintenant, on va passer au sujet, enfin, ce qui est le licensing. Effectivement, les sociétés protègent leur noyau dur par des brevets, mais on peut vouloir se développer sur d'autres axes de recherche. On peut vouloir gagner de l'argent avec ces brevets, concéder des licences, etc. Et on va commencer par interroger M. Kim Ki-Yoon pour nous donner sa politique, parce que il a 4 brevets pour protéger sa techno, mais il veut se développer dans une autre techno. Et Serge est en train de négocier justement des licences avec l'INSERM, je crois. Effectivement, on est en train de négocier une sorte de portefeuille, parce qu'on parle de portefeuille en propriété intellectuelle de nouveaux brevets, enfin de licences de nouveaux brevets, des brevets qui sont la propriété de l'INSERM, 2 sont de la propriété de l'INSERM et 1 de la propriété de l'Université de Paris Pierre et Marie Curie. Donc le licensing, en quoi ça consiste là, en gros, ce qu'on va faire, c'est demander, ce qu'on est en train de négocier exactement, c'est demander une licence exclusive d'exploitation de ces brevets, de manière à pouvoir nous développer un nouveau produit qui va être autour de l'IRM. Donc, licence exclusive, ça veut dire que nous serons les seuls à avoir le droit d'exploiter ces brevets. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas les fournir ou les donner à une autre société. Donc voilà. Et sinon, on a aussi, nous, un brevet qu'on voudrait licencier dans l'autre sens. Alors, ce ne sera pas l'UPMC. On a une entreprise qu'on vise. C'est un brevet sur les opérations du cerveau. Je ne vais pas montrer de détails ni d'images parce que c'est super ragoûtant. Voilà. De Marc Sancler. Et je vais passer la parole donc à Christian Nguyen, qui est le patron du cabinet et qui va nous parler de la politique de licence in, comme on dit, et out, et là, avec toutes les limites et les précautions qu'il faut prendre. Marc Sancler me dit qu'il faut beaucoup d'aide aux PME et aide à la négociation et rédaction des contrats de licence. Je vous laisse la parole. Merci. Nous sommes 2 à table, peut-être parce que nous sommes le seul cabinet de conseil en propriété industrielle du Val-de-Marne. Donc nous ne sommes pas dans le triangle d'or comme beaucoup de nos confrères, nous sommes à la Vache Noire, donc sur la commune d'Arcueil. Effectivement, on va vous parler de notre expérience à la fois en licensing in et en licensing out. Donc Sophie Esselin va parler plutôt de la première partie, licensing in, à la fois dans toutes les facettes qui peuvent se produire, et je vous parlerai ensuite de notre expérience en licensing out. Merci, bonjour. Oui, en fait, on va vous présenter un petit peu dans un cadre plus théorique, justement pour rebondir sur l'expérience de la société dont on a parlé avant, qui montre que tout l'intérêt d'avoir des partenariats avec les laboratoires de recherche. Quand on a soi-même une innovation, on peut avoir absolument besoin de la protéger par un brevet, mais il faut savoir que protéger par un brevet une innovation ne veut pas dire qu'on peut l'exploiter librement. Le brevet, c'est un droit d'interdire aux autres de reproduire votre invention. Quand vous mettez votre invention sur le marché, vous pouvez quand même avoir besoin
de prendre des licences de tiers, parce qu'en mettant votre produit sur le marché, vous auriez à utiliser des droits de tiers. Donc c'est toujours important de garder en mémoire qu'un brevet, c'est un monopole d'exploitation qui vous permet d'interdire à des autres, sans votre autorisation, d'utiliser votre invention. Ce n'est pas pour ça que vous n'êtes pas peut-être en contrefaçon de brevets d'autres gens. Donc d'où l'importance de faire de la veille, d'où l'importance d'utiliser des outils. Alors, quand vous avez une invention que vous souhaitez mettre sur le marché, vous avez une création de société, etc., effectivement, vous pouvez être amené à faire des développements et on voit aujourd'hui de plus en plus d'importance de développer des partenariats avec le monde académique, tout ce qui se fait dans la recherche publique. Et donc, on voit que ça soit dans votre secteur ou que vous vouliez étendre vos activités, il est très intéressant de se tourner vers tout ce que peuvent produire aujourd'hui les milieux académiques de recherche, parce que ce sont des gens qui ont le réflexe de prendre de plus en plus de brevets et de s'ouvrir aux entreprises pour développer avec elles soit des partenariats, soit leur concéder des licences. Donc là, effectivement, après, il faut rentrer dans le jeu de la négociation, il faut être en mesure de négocier des accords avec ces gens-là. Vous pouvez trouver des gens qui vont vous aider à conclure des accords, parce que l'aspect juridique est très important pour savoir exactement ce que l'on borde. Quand on a besoin d'une licence, elle peut être exclusive, mais elle peut être exclusive dans un domaine, sur un territoire donné. Donc tout ça, ce sont des notions qui sont assez subtiles. Donc vous avez ce biais de la recherche publique qui peut vous aider dans vos développements, dans vos partenariats. Monsieur Cardon avait dit brièvement tout à l'heure qu'il avait été créé cette année un fonds public de brevets développé entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations. C'est un fonds qui a pour mission d'acquérir des droits de manière massive. Alors, soit vous êtes une société qui peut être intéressée par concéder des licences sur vos droits et vous n'avez pas les moyens de le faire par vous-même, vous pouvez vous retourner vers France Brevet qui vous aidera dans vos démarches, soit vous-même, vous auriez besoin d'acquérir des droits et vous pouvez aussi faire appel à cet organisme-là qui vous aidera puisque lui, massivement, a une approche dans un domaine donné pour acquérir des droits. Ça peut être des droits de licence, ça peut être des achats de brevets. Et donc, il faut bien prendre conscience que ces gens-là font un très gros travail de fond, ont des gros moyens qui permettent d'organiser des portefeuilles brevets sur des activités que des partenaires plus petits n'ont pas les mêmes moyens pour pouvoir savoir exactement ce qui existe comme droit à tel endroit. Ce qui est important, c'est de retenir que, je pense, quand on veut aller sur le marché, il est toujours très difficile de s'y retrouver dans ce maquis de droits qu'a tout le monde. Donc pour être vraiment assez serein en termes de liberté d'exploitation, est-ce que je suis libre d'exploiter ce que je fais dans ma société? Il est intéressant d'être vigilant et d'essayer par différents canaux de savoir ce qu'ont les autres, au besoin de négocier un droit d'utiliser ce qu'ont les autres. Ça, c'est pour les licences que vous auriez besoin d'acquérir dans le domaine de votre exploitation de votre société. Je vais laisser la parole à Christian Nguyen qui va parler au contraire ou en parallèle de la façon dont une société peut être amenée à concéder elle-même des licences sur ses portefeuilles. Merci. Très rapidement, je vais illustrer deux exemples un peu génériques. Le premier exemple qui fait l'objet de ce slide, c'est une entreprise qui est en situation d'avoir à licencier à ses clients. Et ensuite, j'illustrerai le deuxième cas, une entreprise qui souhaite licencier pour générer du cash. Les deux problématiques sont assez différentes. Donc le premier exemple, c'est une société qui est notre client, qui est effectivement une start-up issue du CEA basée à Grenoble, spécialisée dans le domaine de la capture du mouvement, qui s'appelle Movea. Et qui a effectivement deux clients importants. Vous voyez leur nom, Free et Oxylan. Oxylan, c'est une des marques du groupe Decathlon. Les deux produits, l'un, c'est une télécommande 3D qui permet de piloter un curseur sur un écran dans l'espace, alors qu'une souris est un capteur 2D seulement. Et pour Oxylan, c'est un produit de loisir qui permet de compter, en supposant que c'est un intérêt, mais en tout cas il y a des gens qui achètent le produit, de compter les allers-retours qu'on fait dans une piscine lorsqu'on nage, en détectant le moment du retournement.
Et donc, dans les deux cas, Moveas s'est trouvé en position d'avoir, d'une part, à développer un prototype applicatif intégrant sa technologie. Et donc, la question du partage des droits avec ses clients s'est posée. Et la question de savoir dans quelles conditions est-ce que, de manière sûre, on peut concéder une licence de ses propres brevets, de ses propres logiciels et de ses éléments de savoir-faire à un grand industriel ou à un grand commerçant qui, en général, il faut bien le dire, étant issu d'un grand groupe, on en a une certaine expérience dans l'autre sens, a plutôt une attitude de prédateur vis-à-vis des droits des petites entreprises. Alors, c'est pas forcément un prédateur volontaire. Vous savez, lorsqu'on est gros, on peut facilement marcher sur des petits parce que sans faire trop attention. Et donc, ça suppose effectivement d'être relativement prudent et précis lorsqu'on négocie ce type de contrat. Mais c'est par ailleurs, ça peut être un contrat gagnant-gagnant, puisque si effectivement il est bien négocié, il y aura des éléments de propriété intellectuelle supplémentaires qui seront développés au moment de la création de ce prototype applicatif, et ce sont des financements qui sont forcément les bienvenus pour l'entreprise. Donc ça, c'est la première, c'est le scénario, effectivement, de négociation avec un client qui vous fait développer un prototype applicatif. Deux questions complémentaires sont indiquées sur le slide dans les points suivants. Premier point, pardon, c'était toujours sur le slide précédent, c'est la question de la garantie de liberté d'exploitation. On a parlé tout à l'heure de la nécessité de négocier des licenses in, et c'est clair que pour un grand intégrateur industriel, ça peut être critique, surtout sur des produits qui vont être diffusés de manière très, très importante. Il va avoir, lui, la préoccupation que son fournisseur de technologie lui garantisse qu'il peut exploiter les produits que la petite entreprise lui vend sans risque. Et dans ce type de circonstances, bien évidemment, on peut être amené à prendre des risques considérables si on signe des clauses de garantie générale, non plafonnées et illimitées dans le temps. Alors, c'est clair que ce sont des points qui sont en général des points très sensibles dans les négociations, et c'est un point sur lequel il faut prêter une attention particulière. Et le scénario suivant, c'est lorsqu'il y a effectivement un produit qui a un grand succès. Alors, c'est ce qu'on souhaite à tous. Et dans ce cas-là, l'industriel ne va pas vouloir rester avec une seule source. Très classiquement, il va vouloir que le produit puisse être fabriqué par une deuxième source pour faire jouer la concurrence sur les prix, pour ne pas être dépendant d'une source unique, parce que les services d'achat fixent des contraintes très claires de ne pas avoir une seule source. Et dans ces cas-là, le titulaire des droits va être obligé pratiquement de licencier à ses concurrents. Et c'est clair que ce n'est pas une situation très simple. Il y a des manières de gérer ce genre de choses en ayant bien la précaution, prenant bien la précaution, et c'est un point important d'être protégé par des brevets, parce que ça permet effectivement de faire cette licence sans avoir forcément à lâcher trop de choses sur le savoir-faire. Donc ça, c'est un scénario qui est un scénario très important, qui n'est pas toujours bien pris en compte, parce que précisément on est dans une phase de start-up et on n'a pas forcément les moyens de s'entourer des conseils qui vont bien pour traiter correctement ce type de situation, alors que ça peut engager de manière très définitive l'avenir. L'autre situation qui normalement se pose plus tard, mais qui de plus en plus, si vous le voulez bien passer à l'autre slide, qui va se poser de plus en plus tôt dans la vie d'une entreprise, et c'est effectivement la possibilité de détecter des applications complémentaires qui permettent de générer du cash pour financer des développements nouveaux en R&D. Il y a des cas typiques. Lorsque vous avez une technologie que vous appliquez sur effectivement un segment de marché professionnel, et que il y a de l'autre côté effectivement un récepteur, un terminal qui est nécessaire pour utiliser cette technologie. Typiquement, vous allez avoir de la diffusion broadcast avec des algorithmes de compression qui vont être mis en œuvre dans des studios
mais qui doivent être mises en œuvre ensuite au moment de la réception. Et donc c'est pas du tout le même type d'industrie, c'est pas le même type de commerce, et il peut y avoir une complémentarité là qui peut venir très vite, qui va permettre éventuellement de trouver des débouchés pour l'une technologie sans avoir à investir, à réaliser l'investissement financier qui peut être considérable pour adresser les marchés grand public. Et bien évidemment, en matière de télécommunications, tout le monde rêve d'avoir trouvé un brevet standard essentiel, c'est-à-dire dont la mise en œuvre soit obligatoire pour pouvoir recevoir des programmes. Et donc, il y a des organismes de normalisation qui déclarent les standards. Et bien entendu, c'est dans ce contexte-là que les brevets vont prendre beaucoup de valeur. Et puis, effectivement, on peut être sur des marchés complètement différents. Typiquement, les matériaux peuvent avoir des applications pour des terres rares, par exemple dans le domaine du froid magnétique, dans des domaines de revêtement haute performance pour des avions, et donc dans le domaine de la furtivité, donc dans le domaine de la défense. Ce sont des domaines d'application complètement différents qui nécessitent des développements complémentaires. Sophie a parlé tout à l'heure de France Brevet. C'est clair que c'est une initiative originale de la Caisse des dépôts et de l'État qui a pour but de mettre à disposition notamment des PME, des compétences pour traiter ce genre de questions qui ne sont pas des questions évidentes, qui nécessitent effectivement une certaine expérience pour les adresser correctement. Donc c'est bien l'objectif, nous semble-t-il, de France Brevet de réaliser ça en Europe, parce qu'aux États-Unis, ça existe depuis longtemps. Merci de votre attention. Voilà, donc on a essayé de faire en 40 minutes tout le débat sur le licensing, la négociation de licence, etc. Il est sûr que maintenant, et on l'a vu l'exemple de Search Engine Unit, il y a des brevets de base, et puis après, forcément, il faut acheter ou vendre des licences. C'est obligatoire. C'est pas un domaine très facile, mais c'est un domaine obligatoire. On ne peut pas innover sur tout. Il y a des concurrents qui sont peut-être en avance sur d'autres domaines. Il va falloir peut-être acheter un brevet, une licence, etc. Alors, c'est pas facile, mais on voit qu'une société qui a 4 ans, là, Serge, marche bien et s'oriente vers l'achat et la vente de licences. Ce qui est sûr, c'est que nos amis conseils en pays ne sont pas gratuits, mais ils peuvent vous aider, bien évidemment, à négocier. Quand on négocie tout seul, face à un gros partenaire, on est parti, et c'est très difficile. Quand il y a un tiers intermédiaire, c'est déjà plus facile. Les choses sont plus... On peut aboutir plus facilement à des compromis tout à fait acceptables par les deux parties. Voilà ce qu'on voulait un peu dire dans ce licensing. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé à l'INPI, il fallait parler des titres au début. Quels sont les titres, prenez-en, etc. On passe de plus en plus vers une politique élaborée de licences croisées, d'achat, vente de licences, etc. C'est pas un domaine très facile, mais vous serez forcément obligé d'y venir. Et c'est très bien comme ça, quoi. Alors, plus on est petit, plus on est TPE, des sociétés en démarrage, plus les choses sont difficiles. Mais on y arrive. Regardez Serge. Il va très bien. Moi, je suis très content d'avoir cette société-là. Tout est parfait. Le produit est innovant, des brevets pour le protéger, des marques, des modèles et une politique de licensing. On ne peut pas rêver mieux et vous en sortez très bien. Alors après, effectivement, comme on l'a vu, il faut s'adresser à nos amis CPI pour notamment ce qui est le dépôt de brevet ou si vous n'en sortez pas dans votre négociation de licence face à un grand groupe, cherchez de l'appui, quoi. Nous sommes tous, nous allons tous retourner sur notre stand INPI. Si vous voulez bien venir nous voir juste après, on est à votre disposition toute la journée pour vous recevoir. Voilà, je vous remercie de votre attention en tout cas et on va libérer pour le programme suivant. Merci à tous.